Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Dans la chaîne économique de Kinshasa, InfoSag, avec l'émission Sageko. C'est d'aujourd'hui spécial parce que le sujet, c'est le sujet qui touche tous les foyers quinoises et congolaises, les embouteillages avec des politiques de haut rang de la société congolaise. Mais l'actualité va nous amener un peu aussi à Bruxelles. Bruxelles, le chef de l'État congolais, parce que ça sera un biscuit, hein. Il y en a à Kinshasa, un biscuit. Le chef de l'État congolais, c'est Excellence Félix Tshisekedi, a parlé hier avec des journalistes congolais de haut rang, Lusakweno et son aîné. Je donne la parole au représentant du pouvoir qui est dans ce plateau, cher Norbert Yambemba, bienvenue dans ce plateau. Et nous commençons avec ce que le président a dit à Bruxelles, mais on va revenir avec les embouteillages parce qu'en face de vous, ça sera l'opposition. Monsieur Pati Katanga, vous êtes habitué dans le plateau de télévision. Et là, aujourd'hui, on va parler. Vraiment, ça sera autour des questions sociales et sécuritaires sur la sécurité de se déplacer, mobilité. Mais commençons d'abord à Bruxelles parce que capitale congolaise de l'autre fois. Merci Mathieu pour l'invitation. Je voudrais également saluer mon ami Pati Katanga. Ça fait un bail, on ne s'est pas vu. Et donc vous donner l'occasion qu'on puisse véritablement échanger avec lui. La question que vous posez sur la prestation du chef de l'État en Belgique. Je voudrais, dans un premier temps, remercier mon Dieu. Parce qu'à un moment donné, avec tout ce qu'il y a comme racontage, etc., autour de la santé du chef de l'État, on était tout petit peu inquiets. On était vraiment inquiets. Et voilà, il est sorti, ça nous rassure, nous qui sommes ces soldats, et ça nous permet véritablement d'avoir un certain nombre d'éléments de réponse par rapport à des préoccupations qui ont été mises à la place publique. Un chef de l'État doit pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de choses. S'il ne s'exprime pas, ce n'est pas bon. Certainement qu'il ne peut pas s'exprimer pour s'exprimer. Il doit pouvoir assurer à ce moment où tout un chacun a besoin de ce qu'il pense pour avoir le moral tranquille et savoir où est-ce qu'on va et quelles sont les espérances suscitées, etc. Je salue sa franchise, je salue surtout sa réaction, comme pour démontrer à l'ensemble de notre peuple qu'il est vivant et qu'il se porte à merveille et qu'il rassure que son mandat ne sera pas un mandat inutile, il va apporter des solutions par rapport à notre peuple. Pour le reste, je pense que le moment viendra où nous allons échanger pain par pain pour qu'on puisse apporter plus d'éclairage par rapport à ces questions. Chabati, le chef de l'État, vous savez, la République nous oblige, il a pris hier, et ce qui est particulier, c'était des journalistes congolais, mais malgré tout ça à Bruxelles. Vous avez suivi l'intervention du chef de l'État hier? Oui, j'ai suivi cette intervention et je suis en partie d'accord avec mon ami Norbert Yambemba sur le fait qu'on doit remercier le Seigneur, le Tout-Puissant, parce que ces images nous ont montré que le président de la République était en plein rétablissement de sa santé, parce que les rumeurs ont couru de gauche à droite, et donc, comme mon ami Yambemba, je vais remercier le Seigneur. Mais dans le fond, je suis en désaccord total avec ce que a dit le président de la République. À la question de bâtir une cohésion nationale interne pour affronter le problème de la guerre à l'Est, le président de la République a loupé une occasion de se taire et j'ai cru, moi, qu'il était en train de me répondre à moi parce que j'ai posé cette problématique depuis longtemps que le Congo doit avoir une dynamique qui va déboucher sur une cohésion interne afin de lutter efficacement contre la guerre à l'Est. Et je disais toujours
que cette cohésion interne, c'est au président de la République, qui est le bénéficiaire du chaos électoral, de prendre l'initiative, d'inviter Martin Fayulu, d'inviter Moïse Katumbi, d'inviter Joseph Kabila, d'inviter le docteur Mukwege et la société civile, force vive de la nation. De façon à ce que on donne une image au monde, une image de la cohésion. J'ai cité ici les personnalités emblématiques de l'opposition et la société civile, de façon à donner l'image d'une cohésion nationale, que tous les Congolais, nous ne sommes pas d'accord avec cette guerre nous imposée à l'Est. Face à cela, le président de la République dit, il a reçu les prêtres, et les prêtres avaient posé ces problèmes, mais lui, il leur a dit, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire parce que Fayulu, dit le président de la République, n'a jamais reconnu les élections. Moïse Katumbi était sur la voie de suivre cette position, mais sur pression des siens, il a reculé, mais il est resté sur une borderline. Borderline, c'est en anglais, c'est la ligne de crête. Et puis, quant à Joseph Kabila, il dit, le président de la République, non, lui c'est le fondateur de AFC, donc il est dans la rébellion. Accusation gravissime. Je veux ici dire au président de la République, avec tout le respect que je dois à la fonction, qu'il a loupé une occasion de se taire, parce que nous avons des précédents dans notre pays. D'abord, le chaos électoral n'empêche pas de bâtir une cohésion nationale lorsque nous sommes agressés, lorsqu'il y a la guerre qui nous est imposée à l'Est. Pourquoi? Nous sommes en 2011, il y a eu un chaos électoral en 2011 qui a bénéficié à Joseph Kabila à l'époque. L'un de mes maîtres à penser, Etienne Tshisekedi, a même invité les journalistes pour dire qu'il faut arrêter Kabila et amener Kabila ligoté chez lui. Et celui qui le fera aura une récompense. Mais 2 ans après, nous sommes en 2013, 2 ans après, c'est UDPS qui négocie. C'est UDPS qui négocie avec le pouvoir, avec Kabila à Ibiza, à Bruxelles et à Kinshasa. Donc, vous comprenez que malgré le chaos électoral, ils ont négocié avec Kabila à Ibiza et partout. Mais aujourd'hui, malgré le chaos électoral, cela n'empêche pas qu'il appelle Fayulu, qu'il appelle Moïse Katumbi, qu'il appelle le Dr Mukwege, qu'il appelle Joseph Kabila dans le but de la recherche d'une cohésion interne forte pour donner un signe à ceux qui nous ont imposé la guerre à l'Est, afin que nous ayons une solution pour la guerre de l'Est. Quant à Joseph Kabila, ce qui est très choquant pour moi, le président de la République ne nous donne aucune preuve. Mais est-ce que vous savez que c'est la personne le mieux informée de la République? Mais il devait nous donner les preuves. Nous sommes Congolais. C'est notre pays. Si c'est lui le créateur, comme le président de la République, si c'est lui le fondateur, Joseph Kabila de AFC, il faut nous donner des éléments, il faut nous donner des preuves. Mais je constate tout simplement, le président de la République, quand il se sépare, il diabolise. Il s'est séparé de Martin Fayulu après avoir déclaré à Genève que la solution était Martin Fayulu. La solution était Martin Fayulu. Il part dans sa candidature contre sa signature, il retire sa signature et Martin Fayulu devient le pestiféré, Martin Fayulu devient le diable. Il gagne les élections. Il est l'ami intime de Joseph Kabila. On a les images. Ils vont créer FCC Cash. Ils vont évoluer ensemble. Kabila, c'est l'homme le plus proche en ce moment-là du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il se sépare de FCC Cash, il se sépare de FCC. Kabila devient le diable. Moïse Katumbi, la même chose, on l'appelle pour créer Union Sacrée. Moïse Katumbi vient. On crée l'union sacrée. Et quand Moïse Katumbi quitte l'union sacrée, ça devient le diable. Le président de la République a l'habitude de diaboliser tout le monde. Vous êtes son ami, et lorsque vous vous séparez, vous êtes devenus les diables. Mais pour les camps de Joseph Kabila, c'est grave parce que nos compatriotes sont en train de tomber dans une guerre qui nous est imposée à l'Est. Si le président de la République détient des preuves, il doit brandir ça devant la nation pour que ça ne soit pas seulement des simples incantations qui jettent en pâture son prédécesseur. Ce n'est pas une bonne image qui jette en pâture son prédécesseur. Et si Kabila est le fondateur de AFC et que le président de la République détient de preuves, pourquoi n'arrête-t-on pas Kabila? Pourquoi on n'arrête pas Kabila? Pourquoi on fait le procès de Nanga et les autres
Et dans ce procès de Nanga et les autres, on ne convoque pas Joseph Kabila. Si c'est lui les fondateurs de AFC. On condamne dans ce procès-là, dans cette parodie de justice, on condamne Nanga et consorts. Mais je n'ai pas entendu qu'on a condamné Joseph Kabila dans ce procès. Mais la justice est indépendante. La justice, ce n'est pas le président de la République, cher. Mais le président de la République, est le garant des institutions. Ouais. Quand le président de la République parle, ce n'est pas n'importe qui a parlé. Il s'agit du président de la République. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a loupé une occasion de se taire, parce que lui, c'est le dernier rempart. Il pouvait laisser parler les autres, et que lui viendrait en dernier rempart, mais lui-même va au combat, et déclare Urbi et Torbi, que Joseph Kabila, c'est le fondateur de AFC. Mais lui, c'est le garant des institutions. La justice est une institution. La justice vient de monter un procès il n'y a pas longtemps. Dans ce procès-là, nous n'avons pas entendu que Joseph Kabila a été condamné. Bon, maintenant, si peut-être le preuve, il les a eu après le procès, il doit brandir ce procès à la nation et il doit arrêter Kabila. Et non des incantations, comme je le pense. Ce sont des incantations comme ça pour discréditer un individu. Kabila, je vais terminer là. Oui. Je vais en terminer là. Je n'ai jamais été kabiliste. Kabila, je l'ai combattu et personne ne peut me soupçonner de quoi que ce soit. Mais je suis patriote congolais. Je ne veux pas qu'on jette en pâture la réputation des gens lorsqu'on n'a aucune preuve. Kabila a été au pouvoir pendant plus de 18 ans. Qu'on le veuille ou pas, c'est le premier président qui a organisé des élections et qui a eu une passation civilisée du pouvoir. S'il ne voulait pas cette passation du pouvoir, il avait tous les manettes du pouvoir entre ses mains. Il pouvait l'éviter. Je constate que Kabila a fait une passation civilisée du pouvoir. Kabila est devenu aujourd'hui un ancien président et il y a une loi qui le protège. Mais je ne peux pas accepter qu'on jette en pâture comme ça quelqu'un qui a été 18 ans président de mon pays, avec le bilan qui est le sien. On peut ne pas être d'accord, mais il fut président de mon pays pendant 18 ans. Maintenant, s'il rejoint la rébellion, maintenant, s'il la guerre à l'Est, AFC, c'est Kabila, il faut nous donner des preuves. Nous allons demander le représentant de l'IDPS qui était dans ce plateau, cher Norbert. Votre co-débatteur dit que malheureusement, il ne fallait pas parler de ces sortes. Et pourtant, moi je le dis aussi que le président est l'homme le mieux informé de la République. Attention, on peut être membre de l'IDPS, mais on n'est pas représentant lorsqu'on est. Voilà, on est dans le plateau. Voilà, membre de l'IDPS. Oui, voilà. La nuance est claire. Donc, membre de l'IDPS, Norbert ne pas mandaté pour parler dans ce débat. Voilà, ça. Merci. Donc, nous demandons à cher Norbert Yambaba, votre co-débatteur dit que cette intervention de Bruxelles, donc quelque part, il faut aller droit au but, comme on dit. Vous savez, Pati Katanga a toujours été intelligent. Et là, vous me mettez en situation assez difficile parce que je ne croyais pas qu'on allait parler politique. Je me disais qu'on devrait échanger sur des questions. Nous avons notre sujet de questions et ça c'était un peu... Vous parlez politique au moment où je n'avais pas encore digéré ce qui a été dit par le président de la République. Ouais. Mais néanmoins, je voudrais saluer les propositions pertinentes de Pati Katanga. Sauf que la dialectique n'est pas bien positivée. Au moment où il souhaiterait que les Congolais se mettent ensemble pour échanger, pour arrêter la guerre que nous avons dans l'est de notre pays, une guerre qui persiste, qui est devenue fondamentalement endémique, et c'est au même moment qu'il se réfère du chaos électoral, qui du reste est presque une attaque. Et pourtant, lorsque vous avez raison sur le plan du fond, il faut savoir ranger la forme, parce que la forme risque de remettre en question votre fond. C'est un peu le cas ici. Imaginez-vous que les camps, notre camp, Tshisekedi, qui pense que les élections ont été organisées en bonne et due forme. Certes, ça ne manque pas de douleurs d'affrontement, mais au moins, au finish, il y a eu des résultats qui sont légitimes, qui sont acceptables et acceptés de tous les Congolais, parce qu'il n'y a pas eu contestation à travers le pays. Mais au même moment que vous demandez à ce que les gens puissent échanger, du reste, utile, vous vous dites non, c'est un chaos électoral. Donc la motivation du président de la République, ce n'est plus
de convoquer la réunion, ce n'est plus une question de la guerre dans l'Est, mais c'est plutôt pour réparer le chaos électoral. En termes de communication, je crois que ça ne nous permet pas véritablement d'avancer dans le sens de la cohésion. Bon alors, pour ce qui est du président Joseph Kabila, vous allez sincèrement, Mathieu Takizala, m'excuser de donner un point de vue par rapport à ça. Vous l'avez dit, et prenez besoin de le répéter, le chef de l'État est la personne la mieux informée dans notre pays. Il y a des choses que le chef connaît, que Pati ne connaît pas. C'est lui-même qui dit qu'il n'y a pas de preuves. Et là, c'est une thèse radicale. Mais c'est le même qui dit, donnez-nous des preuves. Alors si il cherche des preuves, c'est qu'effectivement, il n'est pas encore rassuré si effectivement il y a des preuves. Parce qu'il avait déjà dit qu'il n'y a pas de preuves. Alors, parce qu'on est dans cette situation-là, la personne qui a parlé, ce n'est pas un petit enfant, c'est le chef de l'État. Lorsqu'il se met de dire un certain nombre de choses, c'est qu'il a une vision, il a des informations qui consolident sa conviction. Donc, pour moi, sincèrement, je n'ai pas beaucoup à dire par rapport à ça. Ce que je dis, c'est que tout Congolais, quelle que soit son étiquette politique, nous n'avons que le Congo comme pays. Une armée divisée ne gagne jamais la guerre. Déjà meurt au jour le jour. C'est une situation très difficile, difficile à gérer, difficile à avaler pour un pays qui a beaucoup de défis et qui est court-circuité par une guerre voulue en dessein par un groupe, une coalition de plusieurs acteurs internationaux, sous-régionaux et internes. Et ça nous fragilise et ça ne nous permet pas véritablement de s'occuper de la prospérité de notre peuple. Et donc, quelle que soit la personne, qu'il soit de tel ou tel bord, qui a une information ou qui contribue d'une manière ou d'une autre, naturellement, à maintenir le Congo dans cette situation difficile, je pense que le moment est arrivé de lâcher prise pour qu'on voie tous dans la même direction, la reconstruction du Congo, notre pays. C'est honteux de temps en temps quand on écoute même certains de nos compatriotes africains nous dire « Ben écoute, on vous a donné un grand pays, mais bon, toujours des bons. » Alors, moi je dis que le moment est arrivé pour que les uns et les autres comprennent que nous n'avons qu'un seul pays et que nous avons intérêt à nous investir tous pour construire la paix durable, sans laquelle le développement est impossible. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Vous gardez la parole parce que le sujet du jour, c'est les embouteillages. Au niveau d'Afrique, l'Afrique perd beaucoup d'argent tous les jours, le pouvoir d'achat des uns et des autres pour les déplacements, y compris la République démocratique du Congo, ce sujet d'aujourd'hui, parce que l'actualité oblige. Bruxelles nous a amené avec ce qui s'est passé hier à Bruxelles. Mais notre sujet d'aujourd'hui, c'est les embouteillages. Qu'est-ce qu'on doit faire? 64 ans après, nous voyons que la municipalité de Kinshasa, qui est 3e mégapole africaine, les déplacements deviennent extrêmement chers et puis nous prenons plus de temps dans les acteurs de Kinshasa. Non, Kinshasa n'est pas le Congo. Le Congo, c'est 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Certainement que nous sommes dans la capitale où il y a plus de 15 millions d'habitants. Et cela se fait sentir avec acuité. Mais c'est une situation générale ou généralisée à travers le pays, dans presque tous les chefs-lieux de nos provinces, y compris dans des grandes agglomérations comme les villes, les territoires, compagnie, etc., les communes. Cette question d'embouteillage, c'est une question très questionnante. Une question qui appelle plusieurs autres questions et qu'il faut trouver des réponses, pas simples, mais des réponses complexifiantes. Écoutez, lorsqu'on compare les embouteillages à 1960, à 1970
80, 90, 2000, on va remarquer qu'au fur et à mesure que l'on avance avec le temps, les embouteillages s'amplifient. Pour des raisons. Première raison, c'est l'augmentation de la population. Si en 1960, il n'y avait que 400 000 personnes dans la ville de Kinshasa, et je considère Kinshasa comme unité d'observation, aujourd'hui on est à 15 millions. Les infrastructures qui ont été conçues en termes de logement, en termes de routes, en termes, ces infrastructures ne répondent pas au nombre de problèmes, de personnes que nous avons pour l'instant. C'est que très clairement, il faudrait travailler ces infrastructures. Vous allez regarder même la ville elle-même, il faut regarder le plan d'aménagement urbain de 1960. Vous allez retrouver plusieurs endroits comme des espaces verts. Ça n'existait pas. Il y a eu des lotissements. Et même au niveau de construction, on ne peut pas construire n'importe comment. On construit suivant un certain nombre de normes. Mais il faut voir les routes, les avenues, comment elles sont rétrécies, etc. Cette situation qui ne marche pas de pair avec un plan d'aménagement actualisé pose le problème et ça consolide véritablement les embouteillages. Il faut donc jouer sur la population, savoir comment on entre, comment on sort, etc. Deuxième chose, en 2008, il y avait plus de 350 000 véhicules dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est le statut que j'ai. Aujourd'hui, on est au-delà de 750 000 véhicules. Beaucoup ne paient même pas. Beaucoup opèrent n'importe comment. Et donc, on a difficile à identifier tous ces véhicules qui sont opérationnels. On a difficile à identifier la qualité et le profil de ceux qui sont censés être des chauffeurs. Et donc, on se trouve en situation où on a toute une armée de personnes qui, visiblement, sont informelles en termes de travail qu'ils font, qui n'est pas véritablement bien maîtrisé par les institutions ou les services de la République. Et ça pose problème. Troisième chose, cher ami, si en 1960 on n'avait pas de motos, il y avait essentiellement des motos qui étaient destinées à des personnes. Lorsque vous progressez jusqu'à 2090, à 1990, etc., mais il n'y avait pas autant de motos. L'ascension des pays de l'Est, les pays de l'Asie, pardon, comme la Chine, comme l'Indonésie, l'Inde, la Malaisie, le Singapour, a envoyé notre espace en termes de commercialisation avec ce qu'on appelait des motos, des vélos, etc. Parce que le pouvoir... Excusez. Oui, je vous laisse... Mais combien de motos nous avons à Kinshasa comme dans les chefs-lieux des provinces? Quelle est la législation? Je venais à peine de sortir du ministère, etc. On est en train d'y travailler dans le sens d'avoir une législation. Donc nous avons des faits qui précèdent la loi. Certainement que ces faits peuvent aider à réglementer. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a des motos sur le terrain et la réglementation est en train de venir. Quatrièmement, j'ai vu dans certains endroits, que ce soit en Indonésie, à Jakarta, à Bali, même à New Delhi, on a tenté, lorsqu'ils ont ces nouveaux agents de transport, eh bien, il y a des endroits où vous avez
les passages de piétons, vous avez les endroits destinés pour les motos, etc. Mais chez nous, nous n'avons pas. Et il faut voir, les véhicules sont là, mais quand les motos arrivent, d'abord, il y a un problème au niveau de la réglementation dans le respect du code de la route. Et ça pose problème, mon ami. Ça pose problème. Et tout cela doit exiger pour que les différents services qui travaillent dans ce sens-là puissent s'engager, justement, pour que chacun joue sa partition. Ce n'est pas une responsabilité destinée à une seule personne. C'est comme ça que je vous ai dit, il faut éviter des solutions simples à des problèmes complexes. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont répartis dans les différents services, qui sont en interaction dynamique, de s'engager pour que chacun joue sa partie. Nous allons revenir vers vous. Et heureusement, la personne qui est en face, cher Pati Katanga, à part d'être politique, mais connaît un peu le problématique de mobilité parce que la ville de Paris, c'est aussi une ville mouvementée. Maintenant, comment on doit faire? Parce que c'est en suivant votre co-débatteur, il dit la ville, c'est à croître en termes de la démographie. Parce qu'à l'époque coloniale, on avait une ville moins de 10 millions de personnes. Aujourd'hui, on a une ville qui va à 15 ou 20 millions. Ça dépend des statistiques. Il y a aussi des variations par rapport à la circulation urbaine et les dérouts, qui devient un élément incontournable suite à des phénomènes sociaux tels que le pouvoir d'achat, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont plus de moyens parce que le crédit en achat de véhicules est faible dans le territoire. Les gens achètent un peu un moto à 800 ou à 1000 $. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment vous signifiez? Parce que le secteur du transport, vous le connaissez, parce que vous étiez parmi les entrepreneurs du secteur du transport au niveau de la République française que je connais. Comment on doit faire? Comment on doit réguler une ville de 20 millions d'habitants où, avant que vous soyez dans ce plateau, on a reçu quelqu'un qui parlait qu'on ne peut pas réguler une ville de 20 millions d'habitants avec un seul opérateur public qui est Transco. Voilà. Ben, écoutez, dans ce problème, mon ami Yamba a posé les diagnostics. Le diagnostic est déjà juste, peut-être qu'on va perdre le temps à se redire. La ville avait été construite pour 600 000 habitants, la ville de Kinshasa avait été construite pour 600 000 habitants. Aujourd'hui, avec l'exode rural, Norbert parle de 15 millions, mais les dernières estimations parlent de 20 millions d'habitants déjà à Kinshasa. 20 millions. 15 millions, c'est en 2012. Aujourd'hui, les dernières estimations parlent de 20 millions. Si de 600 000, vous passez à 20 millions, et dans l'entretemps, il n'y a pas eu congestionnement de la ville. Il n'y a pas eu congestionnement de la ville. Si vous rajoutez l'indiscipline, les Congolais, nous ne sommes pas disciplinés, en particulier les Quinois. Ils naissent de marchés pirates, des marchés qui n'ont aucune autorisation, aucun aménagement. Les gens décident de s'installer sur le bord de la route et créer des marchés. À côté de cela, vous avez la réglementation automobile qui n'est pas respectée. La réglementation jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on roule à gauche. On roule à droite. Et le volant est à gauche. Mais aujourd'hui, nous avons des volants... type anglaise, hein, qui est majoritaire. Oui, oui. Nos routes. Contre la réglementation de la ils sont tous en infraction, hein, normalement, parce que la loi autorise le volant type française. Ouais, c'est la douane. Si vous amenez un volant aujourd'hui, vous mettez la voiture dans le bateau pour qu'il atterrisse à Marseille avec le volant à gauche, c'est ça, hein? Avec le volant à gauche. Non, le volant type droite, donc anglaise. Le volant à droite, la voiture ne rentre pas. Il vient par des raisons touristiques, mais pas le pourcentage que nous avons. La voiture ne rentre pas. Moi-même, j'ai eu des difficultés. Un jour, je suis allé à Londres. Je suis arrivé à Calais avec ma voiture. À Calais, je suis monté dans le bateau avec ma voiture. J'arrive à Londres. On roule à Londres, on roule à droite. À droite, oui. C'est ce qui s'est fait. En France, on roule à gauche. Et donc, j'ai eu de multiples difficultés. Depuis là, je me suis dit, non, une voiture dont les volants se trouvent, parce que j'ai passé un permis avec un volant à gauche. Et on roule avec un volant à droite. Avec un volant à gauche et on roule à droite. À Londres, c'est un volant à droite et on roule à gauche.
Donc j'ai eu de multiples difficultés. Il y a un autre phénomène, pour vous compléter, dans ça, il y a un autre phénomène qui naît. On passe le permis avec le boîte mécanique. Oui. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, il y a le multitude Tout de ça. boîtes automatiques. Donc, il y a déjà, beaucoup d'éléments. déjà des problèmes techniques gravissimes. Une ville de 600 000 habitants, on y met 20 millions d'habitants, et une ville où les marchés pirates naissent sans aucune autorisation, où les motos, n'en parlons même pas, il n'y a pas de permis moto au Congo. L'État n'a pas instauré un permis moto. Alors que c'est un engin roulant. Ah ouais. Pour un engin roulant, il faut absolument un permis de rouler sur la voie publique. Ouais. Alors, parlons de voitures à volant à droite. Donc, si vous mettez tout cela, vous créez des difficultés. Mais aussi, il faut dire, les pouvoirs publics qui n'ont pas suivi. Donc, les régimes successifs, notamment puisqu'on parle de la ville de Kinshasa, n'a pas suivi pour décongestionner la ville. Vous parliez tout à l'heure de Paris et la région parisienne. Oui, oui. Vous savez qu'il y a des villes qui sont nées après. Évry-Courcouronne, hein? Il y a des villes Meaux, il y a des villes qui sont nées en fonction de la région parisienne qui grandissait en termes de population. Il y a des routes. Quand nous étions en France, quand nous sommes arrivés en France, il n'y avait pas la francilienne. Hein? La francilienne. La 104, on dit. Donc, il n'y avait pas la francilienne, la 104. On avait l'autoroute et on avait à Paris le périphérique. Il n'y avait pas la... Ouais. Pour décongestionner la ville, puisque les villes nouvelles sont nées, on a créé la 104, la francilienne, qui vous fait le tour de la région parisienne. Et ça vous évite de rentrer dans Paris intramuros pour aller créer des embouteillages dans le périphérique. On vous évite tous d'aller sur les autoroutes pour ne pas aller créer des embouteillages. Donc, on peut prendre, si on veut rouler dans la région parisienne, la 104 est là, vous prenez la 104 et vous faites le tour de la région parisienne, j'ai dit. Donc, vous voyez que Congo, Kinshasa n'a rien fait. Nous avons les routes que les Belges ont laissées pour 600 000 habitants. Et vous êtes à 20 millions. Et les conséquences, aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Parce que quand Kinshasa grandissait en population, 1 million, 2 millions, 3 millions, on ne sentait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes à 20 millions, les conséquences nous rattrapent. Et quand vous rajoutez à cela la mauvaise gouvernance, depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui, on considère la ville, le gouverneur de la ville considère la ville comme une vache à lait. Hein? On y va là-bas pour s'enrichir. On ne s'occupe pas de la ville. Ça, nous parlons des embouteillages, mais oui, avec ça, il faut mettre les poubelles qui naissent. Les poubelles qui naissent sur des routes et que personne ne s'en occupe. Et donc, il n'y a plus de place où les véhicules peuvent passer, même les motos peuvent passer. Donc, le problème est des notoriétés publiques. Ce sont les dirigeants, la classe dirigeante au pouvoir aujourd'hui qui a la responsabilité de tous ces embouteillages que vous voyez. Il y a un projet là actuellement de la rocade, comme vous dites, les villes comme Poto Combo n'existaient pas avant que la 104 passe. Maintenant, aujourd'hui à Kinshasa, on dit du côté de Mboudi jusqu'à la Tchangou, il faut 60 km avec ce projet chinois-congolaise de la rocade de Kinshasa. Est-ce que ça sera la continuité des bypass ou quelle sera la différence aujourd'hui? Est-ce que ça peut décongeler la ville? Est-ce que ça peut permettre aussi que la circulation devienne fluide? Bon, quand j'ai vu la maquette, je me suis dit, ils se sont inspirés de la 104, de la francilienne. La francilienne, oui. Hein? Donc, c'est une belle route que j'ai toujours pris, hein, donc des Reims jusqu'à... C'est François Mitterrand. J'ai toujours adoré. C'est François Mitterrand. C'est tranquille, hein, la 104. Il n'y a pas de radar. Non. C'est des gens qui ont une longueur d'avance dans l'imagination. Et leur pays, aujourd'hui, récolte le fruit de leur imagination. Nous, on n'a pas des gens qui ont la vision des grandeurs. Conséquence, nous payons les embouteillages aujourd'hui. Nous avons des maquettes aujourd'hui. Et il y a un bureau beau là-bas, bureau d'aménagement de la ville de Kinshasa. Il y a plusieurs projets, et depuis longtemps, il y a plusieurs projets. Le problème du Congo, c'est que les projets ne sont jamais concrétisés. Vous avez les projets qui sont en termes de projets, vraiment de projets, de très bons projets, mais la faisabilité, c'est un problème. Bon, maintenant, on nous dit, quand on a réévalué les contrats chinois, cela a donné au Congo une marge assez large de 7 milliards de dollars. Et c'est dans 7 milliards de dollars qu'en ce qui concerne Kinshasa, on va créer cette route-là. 60 km, oui, la rocade de Kinshasa. Oui, qui va partir de Mboudi, oui. Et qui va nous arriver à Kitambo Magasin, qui va nous prendre maintenant le long du fleuve jusqu'à l'aéroport.
jusqu'à l'aéroport. Bon. Et au retour, il va nous prendre de l'aéroport jusqu'au premier échangeur et nous virer, aller vers Njili et contourner, venir vers Matete, passer jusqu'à Mbouti. Ça fait 60 km. Ok. Si cela se réalise, ça serait une bonne chose. Mais je crains notre pays que beaucoup de projets restent en état de maquette. Nous avons des maquettes, nous sommes champions du monde des maquettes. Hein? Parce que le projet, ça ne date pas d'aujourd'hui, pas seulement du régime Félix Antoine Tshilombo. Ça ne serait pas juste de dire ça. Le projet, ça date de longtemps. Kimbuta a laissé des maquettes. Hein? Et Joseph Kabila, vous avez vu pendant l'élection de 2011 et 2006, Kinshasa d'avant, Kinshasa d'après. On n'a pas vu ce Kinshasa d'après. Hein? Donc, c'est pour vous dire que le problème est de notoriété publique. Les autorités publiques doivent prendre des mesures drastiques. 1. Il faut instaurer les permis de conduire et un permis de conduire à point. Parce que la plupart de nos conducteurs ne savent pas conduire parce qu'ils n'ont pas été à l'auto-école. Si vous n'avez... La conduite est un art. Et c'est un art qui s'apprend. La conduite, elle a aussi son code de fonctionnement. Si vous n'avez pas appris ce code, vous ne pouvez pas aller sur la voie publique avec une voiture sans avoir le permis, sans avoir passé par là. Donc il faut que les pouvoirs publics instaurent un permis, mais un permis à point. Il faut que les pouvoirs publics... Paraît-il que ça s'achète, hein, le permis. Donc, Oui, vous donnez l'argent, on vous donne. D'abord, il n'y en a pas de permis. Le dernier permis qu'on nous a donné ici, c'était le permis de la SADC. Et ce permis est devenu obsolète depuis longtemps. Parce que sa durée était de 5 ans. Tout le monde a déjà... Ce permis est déjà obsolète. On n'a pas... Les pouvoirs publics n'ont pas instauré notre permis. Donc ceux qui roulent dans nos routes ici n'ont pas de permis. Ils n'ont pas de permis en règle. Pour ceux qui en ont. Moi, j'en ai un. C'est le permis de la SADC. Mais ce permis n'est plus en règle parce que c'est dépassé dans le délai. Si vous roulez en France avec un permis dépassé dans le délai, on va vous verbaliser. On va vous verbaliser. Donc, parce que les choses évoluent aussi. Il y a de nouvelles routes qui naissent. Il y a aussi le recyclage des conducteurs. Des conducteurs. Bah, ici, il faut que le pouvoir public prenne des mesures et surtout pour... SAG avait proposé ça ici, qui est recycler. Nous avons tous ces conducteurs qui ne connaissent même pas le code de la route. Ils doivent commencer d'abord par ça. Il faut aménager les routes. Parce que c'est bien de dire les Wewa. Oui, je pense qu'ils posent problème parce ils n'ont pas de permis de conduire. Donc, ils n'ont jamais été à l'auto-école. C'est un danger public sur la route publique. Je suis d'accord. Mais aussi, il faut créer des routes. Si vous voulez que les motos roulent, il faut aménager les routes. Si vous êtes en France, si vous êtes en Suisse, si vous êtes en Allemagne, vous avez les bandes cyclistes. Les bandes cyclistes. Vous avez des bandes cyclistes. Ça permet de sécuriser les automobilistes, ça permet de sécuriser les piétons et aussi de sécuriser les autocyclistes. Hein? Donc, je vais dire que le problème est vraiment des notoriétés publiques et ça demande de moyens. Bon, ça c'est la ville de Kinshasa, mais je pense que si on commence dans la ville de Kinshasa, un bon exemple peut être exporté dans le reste de notre pays pour que vraiment ce problème soit réglé. Je sais qu'il faut payer la douane parce que les voitures qui arrivent à volant à droite, et la douane, je sais que ça fait rentrer, mais il faut regarder aussi la sécurité publique. Ces véhicules-là vont rouler où? Avec quel code de la route? Vous avez le volant à droite et vous roulez à droite. Ça pose un problème. Nous avons appris le volant à gauche pour rouler à droite. Mais si vous avez le volant à droite pour rouler à droite, vous avez des angles morts. Vous avez des angles morts. Et ces angles morts-là mettent en danger les piétons. Mettent en danger même ceux qui... Concrètement, on doit faire quoi? Il faut que modifier tous ces véhicules anglais qui sont rentrés en Démocratie du Congo. Ça, c'est un aspect. Mais il faut congestionner la ville. Ça veut dire que Kinshasa, comme Paris, peut créer d'autres villes, d'autres petites villes. Vers l'est, vers l'ouest. Pour ne pas que centraliser toutes les activités économiques au niveau du centre-ville. Ceux qui sont à Tchango, le travail c'est en ville. Ceux qui sont à Mboudi, le travail c'est en ville. Matadi Gibala, toujours en ville. Il faut créer de villes nouvelles. Et ces villes nouvelles, il ne faut pas les déclarer comme ça, trop créer. Ça demande de moyens, parce qu'il faut y amener l'eau, il faut y amener l'électricité, il faut y amener des écoles, il faut y aménager des bureaux et tout ça de façon à ce que ça soit de nouvelles villes. Si vous habitez aujourd'hui à, je sais pas moi, Évry, vous n'avez pas besoin d'aller à Paris pour travailler. Il y a beaucoup de zones industrielles autour d'Evry, 91, 110 ou 120. Mais Évry est une ville nouvelle. Il y a d'autres villes nouvelles. En bas même, il y a beaucoup de villes, Malzerbe et tout ça, Des villes nouvelles qui étaient de forêt quand nous sommes arrivés en Europe, tout petit, là, on avait 10 ans.
c'était des forêts. Mais aujourd'hui, on a décongestionné complètement Paris. Et Paris, vous ne retrouverez plus Paris qu'on a connu, nous. Donc ça, c'est la vision de ceux qui ont été au pouvoir. Nos dirigeants manquent de vision. Et la conséquence, nous la payons sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons les programmes de la ville. Je ne vais pas... je ne fais pas ce genre d'opposition où je n'ai pas encore... Le gouverneur a présenté on le laisse. Il a présenté avec 11 axes, Kinshasa, oui. donc où il faut... On appelle et il ça... prend aussi en considération les routes, les problématiques des routes ici. Ngobila nous a laissé qui est propre. Ce fut un slogan. Kimbuta nous avait laissé un autre slogan. J'espère que maintenant, avec le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Bumba, ça ne sera pas un slogan. Mais ce que je crains, c'est que d'entrée de jeu, il commence à dilapider les deniers publics. Parce que, depuis Kimbuta et Ngobila, on a aménagé le bureau qui doit abriter le gouvernement de la ville. On attend. On a ouï dire qu'ils ont déménagé pour aller habiter à l'hôtel de la place. Et cet hôtel de la place coûte 40 000 $ par mois, alors qu'il y a des bureaux aménagés au niveau de la ville qui doivent abriter le gouvernorat. Ça, si c'est vrai qu'ils ont aménagé au niveau d'un hôtel de la place pour payer 40 000 $ mensuels, j'ai dit non, il commence mal. Il commence mal. Donc, le plan qu'il a présenté, tout le monde a vu, j'ai vu sur le plan, sur le projet, je suis d'accord avec lui, mais j'attends la faisabilité. Cher Pati, le financement de la route dans toutes les municipalités, c'est les contraventions routières. C'est le parking, comme compatriote disait tout à l'heure. Mais on voit que les contraventions routières, il n'y en a pas assez aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les gens circulent comme ils veulent, et puis, comme vous dites, sans ceinture, sans quoi. Contrôle technique, malheureusement, et puis en application en République démocratique du Congo. Maintenant, comment on va commencer à financer les routes tant que les municipalités ne vont pas avoir des ressources? À Kinshasa, les matins, quand vous prenez votre véhicule, il faut vous dire dans votre tête, je rentre maintenant dans une forêt où il n'y a ni loi, où il n'y a ni réglementation. Il n'y a pas de priorité à droite, priorité à gauche. Chacun, il conduit comme... Il y a des gens qui sont des déplaceurs de véhicules. Ils déplacent le véhicule. Oui, ils ne sont pas conducteurs. C'est-à-dire qu'un conducteur, il doit guider le véhicule. Oui. Donc ces messieurs-là, ils savent uniquement démarrer et partir avec déplacer le véhicule. Point. C'est ce qui se passe au Congo. Surtout Kinshasa. Donc, vous avez la mort à chaque coin des rues, vous avez la mort qui vous attend. Si vous prenez le volant, il faut vous dire que je suis dans la jungle, c'est tous de faux chauffeurs, donc moi j'ai intérêt à faire attention si je veux vivre. Donc, je n'ai pas à tenir compte de ma priorité. Non, il faut regarder les déplaceurs de véhicules. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Oui. S'ils veulent empiéter sur ma priorité, je les laisse passer. Ils sont en masse. Ah oui, parce qu'ils sont en masse, en grand nombre. Maintenant, si vous voulez mettre des parkings, oui, je veux bien. Mais on va le mettre le parking. Je dis, il faut créer des villes, non? Il faut créer de nouvelles villes. En ce moment-là, on va aménager la ville, on va mettre des parkings. Mais tout le monde converge le matin vers Gombe. Et les communes périphériques, à la limite. Bon, si on veut mettre des parkings, il faut aussi former les gens qui vont s'en occuper. Si c'est pour que les policiers de la route prennent l'argent, mettent dans leur poche, au lieu que ça aille dans la caisse de l'État, vous voyez que tout c'est des problèmes. Il faut des entreprises parce que le parking dans les grandes municipalités, Exactement. on a Vinci, on a beaucoup de sociétés de gestion de parking. Il faut privatiser. Il faut privatiser ces places de parking afin que les entreprises dans le domaine s'installent et contrôlent. Quand c'est le privé, je pense, je vais donner un exemple bête et je vais terminer là. Ma commune de naissance, c'est la commune d'Ngiringiri. À l'époque, il y a un hôpital là-bas au niveau de la maison communale. On appelle ça hôpital Kimbuta. Il y avait une morgue. Mais les cadavres pourrissaient là-bas. Parce que tantôt, le courant était parti. Il n'y avait pas comment on appelle ça, le groupe électrogène. Quand on a eu le groupe électrogène, tantôt le courant était parti, le groupe électrogène n'avait pas de carburant, donc il y avait des difficultés. Alors la commune d'Ngiringiri, je crois, avec le ministère, avec la ville, ont décidé de privatiser cette morgue. Mais aujourd'hui, c'est une des morgues, enfin, je pense la morgue la plus propre de Kinshasa. Parce que le privé, l'expertise privée est arrivée. L'expertise privée est arrivée. Il a aménagé. On a fermé cette morgue-là pendant 6 mois. Le privé a aménagé. Et le privé a mis une caisse, a mis les conditions. Vous ne pouvez pas aller traiter avec les croque-morts pour dire passez d'abord mon cadavre. Non, quand c'est plein, c'est plein.
Quand c'est plein, on vous dit non, on ne peut pas le mettre ici parce que la morgue est pleine. Et quand il n'y a pas d'électricité, d'abord il a fait venir ce qu'on appelle unique, là, tirage unique, tout ça, machin là, et puis on a installé... Départ unique. Et puis il a installé un grand groupe électrogène qui automatiquement prend le relais lorsque le courant est parti. Ça c'est le privé. Ils font bien les choses, c'est un peu plus cher, mais on ne prend plus les risques de faire pourrir nos cadavres. Donc je vais dire, il faut, attention, je ne fais pas la promotion forcément du privé, mais je vais dire que dans l'économie sociale du marché, aujourd'hui, vous avez le mariage entre le public et le privé. Pour le bien-être de la population. Voilà. Cher Norbert, vous avez écouté, ils disent que normalement, on ne peut plus fermer les yeux. Il y a beaucoup de choses qui manquent, comme vous avez dit, mais il propose, au lieu de dire qu'il est opposant, il est républicain aujourd'hui, avec ces questions des embouteillages, il dit il faut mettre l'homme qu'il faut à la place et puis faire de sorte qu'on ne puisse pas avoir des déplaceurs de véhicules, mais que ce soit des conducteurs. C'est-à-dire que les gens qui ont quelque chose dans leur cerveau concernant ce métier, et puis stoppons aussi. C'est l'unique route au monde avec des volants. C'est-à-dire que vous avez type française, type anglaise qui cohabitent. Et c'est vraiment une insécurité. Il faut que les autorités essaient un peu de veiller là-dedans. Et vous voyez comment vous êtes de même avis avec M. Pati Katanga. Puis la ville s'est développée, mais sauf que les infrastructures routières n'ont pas suivi. Le seul que j'aime Pati, c'est qu'il a une intelligence très fertile, il sait faire des propositions pertinentes, mais il tire toujours sa conclusion en direction d'un boulet rouge. Il dit, mais comment fait-il? Il y a un hôtel de ville, mais paraît-il, il parle en conditionnel, là, il dit, paraît-il, le bureau s'est déplacé dans un hôtel. Okay. Paraît-il. On ne saura pas accepter ça, ça va de soi. Donc, on a besoin de moyens et je ne pense pas que le gouverneur actuel puisse prendre le risque de faire cette délocalisation. Ce que j'ai entendu, c'est essentiellement, lorsqu'il a été nommé, etc., il s'est réfugié un petit temps en attendant le gouvernement, dans un hôtel de la place. Mais ce n'est pas pour aller travailler de manière pérenne ou permanente, etc. Donc, ils vont reprendre les bureaux qui ont été construits dans ce sens. Première chose. Deuxième chose, je voudrais partager l'avis de mon ami Pati lorsqu'il parle de décongestionnement de la ville. Vous savez, notre ville a 9650 km². Et donc, la partie qui est occupée, l'ancienne ville de Kinshasa, c'est 22%. Et donc, plus de 75%, c'est à l'est de la ville. Il faut prendre un rayon de plus de 250 km. Et là, ce serait de belles villes à construire. Mais pour construire une ville, je crois que Pati l'a dit, il faut un service de cadastre. Après le service de cadastre, quand on détermine les numéros, on a besoin également de mettre de l'eau, les tuyaux pour l'eau. On a besoin également de mettre l'électricité. Et les gens ne peuvent accéder que lorsqu'on a mis tous ces services publics. Et vous payez la parcelle en fonction du numéro cadastré, etc. Et vous trouvez de l'eau, vous trouvez de l'électricité. Et vous pouvez même construire. C'est comme ça qu'on peut gérer cette démographie galopante. Parce que les gens viennent chaque jour et les gens veulent s'attasser dans cette ancienne zone qui aujourd'hui est inondée avec une très forte densité, etc. Ça, c'est un problème. C'est un chantier. Ça ne se fait pas de manière automatique et moins encore mécanique. Il faut un timing, il faut rassembler le moyen, etc. Première chose. Deuxième chose, dans des endroits comme la ville cosmopolite, qui est, n'est-ce pas, à côté d'un fleuve, je pense que, je vois, vous parliez de Paris tout à l'heure, etc.,
Mais il y a des endroits où vous avez de petits bateaux, des navettes, des vedettes, Abidjan, etc. Et l'exemple. Et donc, on pouvait avoir à partir de Maluku, au lieu que les gens viennent, que ça tasse justement au quartier 1, c'est pas Mokali compagnie, qui viennent, qui est de transport. Je crois que le chef de l'État l'avait déjà dit, et il y a une perspective dans le sens de pouvoir avoir de vedettes qui peuvent faire de ce travail, comme on le fait par exemple vers Brazzaville, avec des vedettes compagnie. On peut le faire. À ce moment-là, on va essayer de dégonfler le nombre de personnes qui circulent dans les rues. Cela est aussi vrai avec les trains. Hier, quand les trains de l'ONATRA fonctionnaient, etc., on voyait des gens qui viennent de la périphérie vers la ville de Kinshasa, compagnie, etc., mais on n'avait pas senti, n'est-ce pas, ce qu'on est en train véritablement de sentir aujourd'hui. En dehors de ça, certainement que le secteur est libéralisé, mais il faut des restrictions terribles. Vous allez en Algérie, par exemple, un véhicule de plus de 5 ans ne peut pas entrer. Mais Mata, tu avais fait ça ici depuis de 10 ans. Et puis il y avait un tollé de la population. Il dit, mais pourquoi ça, les Congolais n'aiment pas qu'on met les barricades? Le leadership s'affirme autour des questions que vous savez que ça peut apporter des solutions durables à un peuple, même s'ils ne sont pas adaptés par rapport à leur âge culturel. Et on sent le leadership par rapport à ça. Il faut avoir la capacité de persuasion, il faut apporter des informations supplémentaires. Ils finissent par reconnaître après que tel a vraiment bien agi. On a besoin que cette question soit réglementée parce que les véhicules sont finalement utilisés. Beaucoup plus, les experts dans le secteur disent que l'Afrique c'est une poubelle roulant. C'est-à-dire que ce qui rentre en Afrique prend encore beaucoup de moyens économiques. Et au Congolais, vous imaginez quand les gens viennent avec le véhicule, 2 mois après, ils commencent déjà à mettre de l'argent. Et puis, on ne connaît pas le garagiste. Le garagiste, c'est Larry. Et tout ça, il n'y a pas de réglementation pour faire de sorte que non, il faut interdire parce que la génération qui nous ont précédés ici ont beaucoup créé des recherches parce que l'automobile, on achetait avec des barricades et que le professionnel était là. Mais aujourd'hui, cher Norbert, imaginez-vous, un véhicule, quelqu'un qui a d'abord un faible revenu, il achète. Demain, déjà, il est chez le garagiste. Et même pas le garagiste. C'est comme ça que Mathieu, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur des choses claires, pratiques. Regardez l'attitude et les comportements des agents de police. Il arrive 2 fois, vous êtes en route, et vous avez un policier qui bloque simplement parce qu'il veut négocier avec tel ou tel taximan, compagnie, etc. Et ça, il faut un enseignement, ça, il faut des sanctions, ça, il faut un suivi, etc. Est-ce qu'on ne peut pas les imiter? On ne peut pas permettre que ceux qui sont, le par problème exemple, se pose à Madimba, qui viennent ici à Kinshasa, ceux qui sont à Kinshasa, on les met quelque part. Ça ferait une solution d'Autriche. Il faut savoir se poser la question, pourquoi ils les font pour avoir un 500 et 1000 francs? C'est que la situation n'est pas bonne. Il faut donc aller dans la direction d'améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie de tous ces policiers, etc. Ils vont se sentir responsables. Ils auront honte d'être minimisés par quelqu'un qui lui donne, par exemple, 1000 francs. Et ça, on a vraiment besoin, de le faire. Aucune réforme ne peut se réaliser lorsque cette réforme n'est pas accompagnée de moyens minimums. C'est très important. Quatrièmement, bon, il faut également les bus. Quelqu'un disait, je ne sais pas quand on est arrivé ici, qu'une seule société. Il y a que Transco. Paraît-il, le bus de Transco, on ne le voit plus. Deuxième société, on a créé Transacademia. Un groupement qu'on a appelé ici Esprit de vie, parce que la réalisation nous dit, nous atterrissons déjà. Le secteur doit être libéralisé comme il faut, dans le sens de pouvoir avoir des opérateurs. Des opérateurs qui ont de l'ascenseur, qui ont la capacité, etc. Et c'est important. C'est important. Et ces opérateurs doivent se répartir les espaces géographiques. Par exemple, nous avons dans la ville de Kinshasa, c'est 4 à 5 districts. 4 districts. Alors, si
pour être couvert. Parce que je vois, hein, il y a des villes où on trouve moins de millions de personnes. Mais si on en a 15, on a 20 millions. La perspective en 2030, c'est 35 millions. On fait comment? On en fait des Mais anticipations. c'est ce qui s'est fait aussi dans la région parisienne. Il y a des sociétés qui sont dans le 91, 93, 77, ainsi de suite. C'est ce que Norbert propose dans ce plateau. Il y a aussi, pour les transports qui n'est pas encore réglementé, comme le motard, il faut le plus rapidement avoir une loi. Parce que quelqu'un m'a dit, et c'est quoi que c'est Paty qui faisait son diagnostic pour dire, mais ils n'ont pas de permis. Oui, mais Alors quelqu'un qui n'est pas identifié au travers ce qu'il fait, ça pose problème. Alors s'il n'a pas de permis, moi j'ai vu au ministère, il y avait un effort qui a été fait dans le sens de chercher comment mettre en route le permis, encore que ce n'est pas le ministère, c'est un autre ministère. Donc, ministère des Transports, oui. Il faut une commission interministérielle par rapport à toutes ces problématiques. Et finalement, parce que c'est un problème de sécurité, on s'est dit, mais il faut former ces gens. Il faut vraiment former ces gens parce que on a besoin d'eux. On n'a pas pour compenser à tout ce que nous sommes en train de voir par carence des véhicules compagnie. Mais on a besoin d'eux. Mais est-ce qu'ils le font comme il se doit? Et parmi eux, ils se recrutent aussi des Koulouna, compagnie, etc. C'est toutes ces problématiques-là que c'est important. En tout cas, comprenez que la télé, c'est le temps. On vous donnera une minute, parce que la régie nous a dit que nous avons dépassé largement. Mais le sujet est important. On reviendra pour continuer avec ces sujets. Cher Paty, Bon, en conclusion, on dit quoi? Parce que cette histoire, normalement, l'inflation, le prix, c'est... Et surtout si vous êtes en costume, on dit laisse tomber, hein, là ça monte. Hein. En conclusion, le sujet n'est pas un sujet de polémique. C'est les choses sont claires. Il faut décongestionner la ville. Il faut des infrastructures nouvelles. La ville doit construire des infrastructures nouvelles. Il faut la discipline, parce que le problème, c'est les autorités publiques et aussi la population. Nous ne sommes pas disciplinés. Il faut la discipline de la population. Il faut arrêter les marchés pirates, les détruire. Il faut arrêter les poubelles dans la rue. Il faut réguler les transports de moto. Il faut un permis moto. Il faut un permis pour les véhicules. Il faut former les formateurs pour commencer à former les automobilistes. Il faut la discipline pour notre peuple, arrêter les constructions anarchiques. On a construit sur les voies publiques, notamment là où passent les trains urbains, parce que dans le décongestionnement de la ville, une place prépondérante doit être réservée aux trains urbains. Chemin de fer. Chemin de fer. Mais aujourd'hui, ce que les Belges ont laissé, les gens ont loti là où passaient les chemins de fer. Donc il faut déguerpir tout cela et puis reprendre en main. C'est très bien décongestionner la ville par la route qu'on va construire. J'espère que cette route sera construite en copiant la francilienne, la 104. Mais aussi, il faut qu'on relance aussi les trains urbains. On relance les trains urbains parce que les trains, ils prennent une quantité de personnes. Et même la belle autoroute de Fleuve Congo, hein, parce qu'il faut l'utiliser comme péniche au niveau de la Seine. Hein. Il ne faut pas que nous restions une poubelle ad vitam aeternam, parce qu'en Europe, le recyclage est très cher. Lorsque on met le prix, vous achetez une voiture neuve, vous récupérez le prix de l'ancien véhicule, on ne les remet pas en circulation, ces véhicules-là. Et que ça vient tomber ici en Afrique. Ça vient tomber en Afrique. Pourquoi on amène en Afrique? C'est moins cher en Afrique. Parce que pour aller recycler ces véhicules, ça coûte aux entreprises. Et donc, ils prennent les chemins les plus courts, c'est envoyer à la poubelle en Afrique. Mais nous, on fera quoi? Quand tous ces véhicules-là tomberont en panne, nous, on les emmènera où? Nous sommes en train de détruire notre propre pays. Il faut équiper les entreprises qui seront dans ces domaines. Cher Norbert, nous sommes déjà à la fin. En conclusion, on fait quoi? C'est un sujet très complexe qui nécessite moins d'émotion dans la manière de faire les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons commencer d'abord à poser des actes des conjectionnements. Nous avons dit que 75% de l'espace de la ville est encore insuffisamment habité. Il faut donc construire des villes. On en a besoin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans les différentes villes qui seront construites, il faut savoir le périurbain et
l'urbain. Alors maintenant, prendre également des ministères. Un ministère, par exemple, comme agriculture, il peut se retrouver à Maluku ou en Bankana. Un ministère de l'environnement, un ministère du développement rural, un ministère des affaires foncières, etc. Je suis très heureux quand même qu'on ait mis des divisions dans les différentes communes. Il faut qu'on y aille dans cette direction-là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas automatique. Donc construire la ville économique, la ville professionnelle. Bien entendu. Et troisièmement, nous avions travaillé avec GIS BDPA, qui est une société basée à La Rochelle, en France, justement dans le sens de regarder un peu pourquoi les bâtons qui arrivent viennent accoster essentiellement à la Gombe. Pourquoi ne pas déplacer les ports, par exemple à Maluku, pour entasser tous les ports à Maluku, et que l'on organise, n'est-ce pas, une sorte de transport entre Maluku et le centre-ville de Kinshasa. Et le centre-ville. À ce moment-là, on aura moins de personnes dans le cœur de Kinshasa. Dans le cœur de Kinshasa, et on aura véritablement dégonflé les velléités que l'on assiste, etc. Et troisièmement, il faut que la loi, pour réglementer la nouvelle date. La loi doit rester la loi. La Il faut loi, sanctionner. bien entendu. Non seulement la sanction, mais il y a aussi le décalage des phénomènes que l'on assiste aujourd'hui et l'existence de la loi. J'ai dit que les motards, les motos n'ont pas été encore suffisamment réglementés. Il faut y aller dans la direction de réglementer ça. Il faut également prendre des mesures le plus rapidement possible pour que les permis de conduire soient disponibles. Ça ne demande pas véritablement de faire un exercice. Nous vous remercions, cher Norbert, pour avoir honoré ce plateau, Sageko. Et puis, nous n'oublions pas Chapati Katanga qui était là. Merci pour honorer encore cette fois-ci cette chaîne. Et puis, nous n'ignorons pas ceux qui ont assuré l'équipe technique, les francophones et les francophiles, les Congolaises et tous les Africains qui vont nous suivre à travers la nouvelle technologie. Likez et partagez. Quant à moi, la prochaine numéro. Merci beaucoup. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.